Bienvenue aux engagés publics. Cette semaine, aux engagés publics, je reçois Farnell Morissette. Salut Farnell. Salut. Merci beaucoup d'être présent avec Farnell. Cette semaine, on va parler de Constitution. On va démystifier un peu la Constitution canadienne. On va surtout s'arrêter sur 1982 et pourquoi le Québec n'a pas signé encore à ce jour la Constitution canadienne. Nous sommes engagés publics. Donc, bienvenue cette semaine. On parle, comme je vous disais, de Constitution. On va parler de Constitution canadienne. On va parler surtout, on va se demander, on va chercher à répondre à pourquoi le Québec n'a toujours pas signé la Constitution. On va même voir si c'est dans son intérêt de signer la Constitution. Je suis en compagnie, là, comme je vous le disais, pour cet exercice-là, je suis accompagné de Farnell Morissette. Mais avant, on a une petite plug à faire. Moi et Farnell, on vient de terminer un balado documentaire qui est à l'initiative de Copybec, qui s'appelle Loi sur le droit d'auteur, un siècle d'histoire. Donc, c'est disponible sur toutes les plateformes. C'est disponible aussi sur Savoir Média. Facile à trouver, ou même sur le site de Copybec, vous allez le trouver. Donc, Farnell, de quoi ça parle en gros? Comme le titre l'indique, ça parle de la Loi sur le droit d'auteur du Canada qui célèbre ses 100 ans cette année, en 2024. Et puis, on repasse les 100 dernières années et un peu plus loin avant ça, sous 3 thèmes. Les thèmes sont le pouvoir, la culture et la technologie. 3 épisodes d'une demi-heure chaque. Allez écouter ça. C'est pas parce que je l'ai fait, là, mais il est vraiment bon. Merci beaucoup, Farnell. Maintenant, allons-y avec notre épisode de cette semaine. Écoute, je t'explique. Je t'ai appelé dernièrement, hein, je t'ai donné un coup de fil, tu étais encore à Londres. J'ai dit, Farnell, il y a eu un sondage. Il y a eu un sondage dernièrement qui ne traitait pas nécessairement seulement de ça, là, c'était comme il y a souvent des sondages qui ont cours ou qui sont menés là, dans un contexte politique, entre autres sur l'indépendance du Québec, savoir où en sont les appuis à l'indépendance. Et il y avait une des questions qui était axée sur est-ce que le Québec, j'allais dire le Canada, est-ce que le Québec devrait signer la Constitution? Et la réponse au sondage donnait un oui à 47%, ce qui m'a beaucoup surpris. Puis qui a peut-être surpris des gens qui savent même pas que le Québec n'est pas signataire de la Constitution canadienne. Puis j'ai vu une vidéo après ça de Mario Dumont qui expliquait un petit peu, qui était lui-même était surpris de ce chiffre-là et qui expliquait l'importance de ce fait-là, que le Québec n'ait pas signé la Constitution. Et il expliquait aussi par là même pourquoi le Québec avait peut-être pas intérêt à signer la Constitution. Puis là, je me suis dit, écoute, on a peut-être besoin, tout le monde, rendu en 2024. Il y a des gens, il y a beaucoup, dans nos auditeurs, on a beaucoup de jeunes qui ont se sont même jamais posé la question constitutionnelle pour ce qui est du Québec, ont jamais eu l'occasion de voter sur un référendum. Formellement, j'ai jamais été consulté. T'as jamais voté? T'as pas voté, je veux dire, en 91, t'étais... En 91, j'avais pas l'âge de voter. Ben voyons, toi, tu viens de me donner un coup de vieux à moi, pas à peu près, là. Mais t'as raison, c'est que t'en es un, tu sais, là. Hey, c'est fou. Puis là, je me suis dit, ben là, c'est drôle, ça rend la chose plus drôle parce que je me suis dit, qui serait le mieux placé? Là, je me suis dit, ça serait intéressant. Ça, on ferait œuvre utile aux engagés publics si on prenait la peine de faire un épisode que là-dessus où on allait expliquer ce fait-là un peu. Là. Qu'est-ce qu'il y en a? J'ai dit, qui que je connais qui pourrait venir nous parler de ça? Puis, Crème, je suis avec toi, on fait des épisodes, on est avec toi régulièrement. Hein? On est encore avec notre balado, on en parlait, on s'est vu beaucoup depuis le mois d'avril. Mais en plus, on fait des engagés publics ensemble. Tu es juriste, tu t'intéresses beaucoup aux faits constitutionnels. Oui. J'ai dit, je vais inviter Farnell à venir nous en parler. Donc, merci. Merci de m'inviter. C'est un sujet que moi, je trouve vraiment très important. Puis je sais que c'est pas à l'avant-plan des discussions publiques, mais peut-être que ça devrait l'être. Ben, t'es un passionné de Constitution. Puis tantôt, quand t'es arrivé, j'ai demandé, j'ai dit, écoute, pourquoi, on le sait, t'es juriste. Tu dis juriste justement parce que t'es membre de barreau, mais pas seulement, genre en Ontario, je suis membre du barreau, c'est ça. Je suis membre du barreau de l'Ontario, un peu par un accident de parcours. Je suis membre du barreau de New York parce que ma pratique a été là pendant à peu près 7 ans de temps. Je suis pas membre du barreau du Québec, puis c'est pour ça que je veux juste pas qu'il y ait de confusion là-dessus. Alors, je préfère le terme juriste pour pas que les gens pensent que je suis qualifié à donner des avis juridiques. D'ailleurs, rien de ceci n'est un avis juridique. Je le dis toujours parce que des fois, il y a des gens qui sont confus sur la question.
Appelez-nous pas, là. Faites Puis, pas de plainte. c'est ça, là. tu sais, juste que ce soit clair. Mais ouais, je suis juriste. Je suis pas techniquement un constitutionnaliste Ben, c'est ça, mais- tu sais, au sens académique du terme. Constitutionnaliste, c'est pas comme si c'est pas une appellation contrôlée, là, mais j'ai pas fait d'études avancées, j'ai pas fait de doctorat en droit constitutionnel, mais j'ai étudié la Constitution du Canada. Je suis relativement familier avec la Constitution du Québec par le fait que j'ai fait mes études en droit à McGill. Après ça, je suis allé travailler aux États-Unis. Alors, pour passer le barreau de New York, j'ai dû étudier la Constitution des États-Unis et la Constitution de l'État de New York, ce qui me donne quand même une perspective comparative assez intéressante qu'on n'a peut-être pas vraiment souvent parce que aux États-Unis, le droit constitutionnel est vraiment, vraiment développé d'une façon très différente, mais aussi beaucoup plus formalisée qu'elle l'est au Québec, au Canada. Alors, je pense que ça donne quand même une perspective assez intéressante. Puis, c'est une question que moi me passionne. Je pense que c'est vraiment important. Tu es un passionné de Constitution. Écoute, j'ai eu l'occasion souvent, on le voit, là, aussitôt qu'il y a une question un peu de Constitution, tu lèves le doigt puis on voit les étincelles s'allumer dans tes yeux. Tu as eu plusieurs capsules sur ton compte TikTok, entre autres. Là. Vous savez que Farnell a un compte TikTok très, très riche. Vous irez voir ça. C'est quelque chose d'impressionnant et de surtout fascinant, très, très, très intéressant. Donc, que ce soit TikTok, Instagram, sur toutes les. Tout ça qu'Instagram, Facebook, Facebook, bon pour gérer c'est un peu partout. Là, hein. ouais. Mais principalement, là, vous avez vous avez toi puis tous tes autres comptes. Ouais. Je ne sais pas que je me mettais à vous avouer, mais vous avez, chers auditeurs, l'occasion de pouvoir suivre Farnell, peu importe là, ce que vous avez développé comme habitude de comportement numérique, de consommation numérique. Où ce que je veux en venir, c'est que tu as fait plusieurs capsules sur la Constitution. Ouais. Fait que, voilà. Je vais sûrement en faire beaucoup d'autres aussi. Ben là, aujourd'hui, on va avoir du matériel qui va t'amener peut-être à... Puis ça arrive souvent comme ça que on a des discussions où je te vois avoir des discussions dans d'autres trucs, puis qu'après ça, on retrouve le sujet dans différentes capsules. L'inspiration ne tombe pas du ciel. Hein? On voit que ça mijote, puis là, tu reviens avec quelque chose, une précision, un élément. Ouais. Ben écoute, on aura l'occasion aujourd'hui, peut-être que ça sera le cas. Donc, maintenant qu'on sait que tu es un tripeux de Constitution. J'aime ça comme titre, tripeux de Constitution. Tripeux de Constitution. Ouais. T'as compris l'objectif tantôt, ce que je proposais aux auditeurs. On veut savoir pourquoi c'est comme ça, mais aussi pourquoi on devrait pas. On veut voir si c'est le cas. On va laisser tout le monde se faire leur propre idée, mais il y en a beaucoup qui disent que le Québec ne devrait pas le signer, que ce n'est pas dans ses intérêts. Donc, on le sait, les nations n'ont pas d'émotions, elles ont des intérêts. J'abonde dans ce sens-là. Oui. Okay. Donc, premièrement, peux-tu nous faire un rappel historique? Pourquoi? Moi, là, il y a une chose qui est tout le temps surprenante. Premièrement, c'est de voir, est-ce que le Canada, à partir de quand le Canada a eu sa propre constitution, a été en contrôle de sa constitution, et qu'est-ce qui est arrivé en 82 d'important qui a fait qu'il y a eu le rapatriement de la constitution canadienne, et ça aussi, tu pourrais nous le démystifier. Mais écoute, je te pitche 62 grandes questions. Mais pourquoi le Québec a refusé de signer cette constitution-là à ce moment-là? Ben, je pense que pour comprendre ta question, il faut d'abord quasiment revenir à la question du sondage. Parce qu'ils sont quand même reliés. T'sais, la question du sondage, c'était est-ce que le Québec devrait soit signer la Constitution du Canada, on parle le gouvernement du Québec au nom des Québécois devrait signer la Constitution du Canada, ou est-ce que le Québec devrait se séparer de la Fédération canadienne? Et puis, la réalité actuelle, le statu quo, c'est ni un ni l'autre. Et c'est un ni un ni l'autre qui relève de ce qui s'est passé, entre autres, en 82, mais qui remonte encore plus longtemps que ça. Mais c'est fait que, présenter la question de même, un ou l'autre, quand la réalité, c'est pas une dichotomie entre les deux, c'est pas une question qui est, je pense, très représentative de la réalité. Alors, je mettrais le 47% avec un gros bémol, parce que, je veux dire, la dernière fois que les Québécois ont été sondés, où ils ont eu ces deux seules options-là, oui, ils ont choisi, ils n'ont pas choisi de signer la Constitution, mais ils n'ont pas choisi de quitter la Fédération canadienne non plus. Alors, c'est une présentation qui est peut-être un peu inexacte. Je pense que c'est important qu'on démystifie là, ce qui se passe. Ça revient pratiquement à un sondage sur l'indépendance, finalement, quand tu regardes. C'est quasiment ça. Ça a été présenté comme... Sous l'angle de la Constitution. Exactement. Mais vraiment, c'était une question de est-ce qu'on fait la souveraineté ou est-ce qu'on signe la Constitution? Puis on sait que la souveraineté est à
30-35% d'appui. Puis bon, tu regardes le sondage, tu as 30-35% d'appui qui sont favorables à la souveraineté, puis le reste, essentiellement, sauf les indécis, se ramassent de l'autre bord. Alors, c'est un sondage, en tout cas. Je n'irais pas mettre beaucoup de valeur sur... Au fameux 47%. Le 47% en faveur de la Constitution, je pense pas que c'est un vrai 47% en faveur de la Constitution. Mais on va démystifier pourquoi c'est le cas. Puis merci de me ramener à l'ordre, dans le sens où de le rappeler, cet aspect-là, parce que c'est un des premiers points que je voulais te demander. Premièrement, est-ce que quoi sur le sondage à nous dire? Est-ce que ce sondage-là, de par, là, tu viens de nous le dire, de par sa question, est-ce qu'il était viable? Ouais. Ben là, je comprends qu'il y a des gros bémols. C'est ça. Si je pose un sondage aux Québécois, préférez-vous une claque sur la gueule ou un coup de poing sur le nez? Ben, c'est sûr que la 50, majorité 50. vont dire coup de claque sur la gueule. Puis là, tu peux dire, 47% des Québécois favorables à une claque sur la gueule. C'est un peu... Tu sais, quand tu présentes juste ces deux options-là, ça marche pas. Là. Puis c'est une exagération pour illustrer le principe, là, mais le sondage était un peu dans ce sens-là. OK. Donc, ben, allons-y dans ce cas-là maintenant avec le volet historique. Ouais. Qu'est-ce qui est arrivé en 82? Mais surtout, je suis curieux de savoir, avant 82, il se passait quoi? Pour répondre à cette question-là, il faut vraiment il faut remonter à 1931. Puis même, on pourrait quasiment dire qu'il faut remonter avant ça, mais on peut dire qu'on remonte à 1931 parce que en 1931, il y a au Royaume-Uni le statut de Westminster. Le statut de Westminster, ce qui dit, c'est toutes les colonies, toutes les colonies britanniques, et le Canada était une colonie britannique parmi tant d'autres, sont maintenant autonomes sur leurs propres lois. Ce qui devrait, en théorie, vouloir dire que les colonies sont maintenant autonomes sur leur constitution. Alors, par exemple, en 1931, la Nouvelle-Zélande est devenue autonome sur sa constitution, pouvait modifier sa constitution comme elle le voulait. En 1931, par exemple, le Canada, par ses délégués provinciaux et fédéraux, a demandé que la constitution canadienne soit exclue du statut de Westminster. Donc, que le Parlement britannique maintienne le contrôle sur la constitution canadienne. La raison qu'ils ont demandé ça, c'est que la Constitution canadienne qui existait jusqu'en 1931, dans sa forme de 1931, qui était la loi constitutionnelle de 1867, qui s'appelait à l'époque le British North America Act, cette loi-là prévoyait un fédéralisme qui était quand même assez rare. Ça n'existait pas vraiment dans la théorie juridique, dans l'historique britannique. Le fédéralisme, c'était pas vraiment quelque chose qui fonctionnait très bien dans les constitutions de style britannique. Et ça donnait certains pouvoirs exclusifs aux provinces, certains pouvoirs exclusifs au gouvernement fédéral. Et il n'y avait aussi aucun mécanisme dans cette constitution-là pour modifier la constitution par les instances politiques canadiennes et provinciales. Alors, là, le gouvernement britannique dit « On veut que tous nos colonies, dont le Canada, deviennent souverains sur leur constitution. » Le Canada regarde sa constitution avec les représentants provinciaux puis dit « Notre constitution n'a pas de mécanisme pour modifier notre constitution. Puis nous, on n'est pas d'accord sur comment on veut avoir un mécanisme pour modifier notre constitution. » Alors, vu qu'on ne veut pas avoir cette chicane-là maintenant, et puis le statut de Westminster, on s'entend, n'allait pas attendre que les Canadiens se décident sur comment modifier leur constitution pour libérer toutes les colonies britanniques. Alors, avec un accord des provinces, dont les délégués du Québec et du gouvernement fédéral, ils ont dit on va laisser au Parlement britannique le contrôle sur notre loi constitutionnelle. Ce qui veut dire que rendu en 1982, c'était encore ça, la situation. C'était encore le Parlement britannique qui avait le contrôle sur la Constitution canadienne. Quand on dit le contrôle, c'était un contrôle dans les faits qui était... Dans les faits, pour modifier la Constitution, chose qui a été faite plusieurs fois en 1931 et 1982, il fallait que le Canada, le gouvernement canadien... En fasse la demande. En fasse la demande. Il fallait qu'il y ait quand même des décisions de modification qui étaient issues du Canada. Oui, et qui étaient généralement non controversées pour les personnes impliquées. Les modifications de Constitution qu'il y a eu, les provinces étaient d'accord, le fédéral était d'accord. Alors, le Parlement britannique faisait essentiellement juste du rubber stamping. C'est ça mon point. Donc, de 32 à 82, quand il y avait des changements demandés, des trucs comme ça, est-ce que c'est arrivé que la couronne britannique s'est opposée à la demande canadienne? Non. Okay. Il y a eu des petits contrôles, des débats au Parlement britannique, mais essentiellement, c'était oui, tout est beau, les Canadiens veulent ça, on est d'accord, pas de problème. Jusqu'en 1982. Parce qu'en 1982, puis là, on va aller en long et en large, mais en 1982, là, il y avait une grosse modification à la Constitution qui était proposée, la loi constitutionnelle de 1982, qui ne faisait pas l'accord des provinces. Puis là, tu avais le Parlement britannique qui était comme, c'est notre loi, on est en contrôle de cette loi-là en théorie, mais en 82, je veux dire, le Canada est un pays souverain
en tout point sauf ça. Il y a même des instances très claires de parlementaires britanniques qui se levaient en chambre à Westminster pour dire ça n'a aucun bon sens qu'on soit encore en contrôle de cette constitution-là. Mais on l'est, alors il faut qu'on fasse de quoi. C'est ça, en tout cas, c'est ça qui nous amène à 82 avec tout le... Ça a été essentiellement le moment où les chicanes qui avaient toujours été reportées plus tard, là, depuis 1931, même on pourrait dire depuis 1867, toutes les chicanes à dire « Ah, il y a des petites accumulations, des choses qu'on n'est pas tout à fait confortable, on ne voudrait pas vraiment que ce soit de même, des désaccords entre le fédéral, entre les provinces, qui sont comme tous venus à l'avant en même temps. » Et puis, ça s'est ramassé entre les mains du Parlement britannique. Il y avait eu le référendum de 1980 qui avait un peu pressé, j'imagine, les fédéralistes à se dire, ben là, on serait mieux essayer peut-être de régler ça à travers un rapatriement de la Constitution. Ça avait été une des promesses du gouvernement fédéral à l'amont du référendum de 1980, comme disait quoi, le gouvernement de Pierre-Éliott Trudeau à l'époque avait promis aux Québécois, si vous votez non, on va faire des modifications constitutionnelles pour mettre à jour la Constitution pour faire une place aux Québécois. Et c'est ça qui avait précipité un peu tout ça. C'est comme quand tu as une chicane avec ta blonde, mais tu es toujours en train de dire « Ah, on va l'avoir plus tard. Non, c'est correct. On peut en parler plus tard. » Là, il faut qu'on l'aille, la discussion. Fait qu'on l'a eu en 82. Ouais. Qu'est-ce qui est arrivé? Donc, le fameux, ce qu'on appelle le rapatriement de la Constitution, terme que pratiquement tout le monde a déjà entendu, mais qu'on ne sait pas nécessairement toujours qu'est-ce qu'il en est exactement. Donc, il y a eu cette espèce de mouvement, puis je sais qu'il y a eu des gestes symboliques où le premier ministre est allé, je pense, où la reine d'Angleterre est venue. La reine, pour finaliser la chose, oui, la reine d'Angleterre qui était venue enfin à titre de reine du Canada, était venue pour ratifier... libérer on dit rapatriement en français, en anglais, on dit patriation. Je pense que patriation, c'est peut-être le patriement de la Constitution, c'est plus exact. Rapatriement, ça implique que ça revient, mais la Constitution n'a jamais été au Canada, alors c'est plutôt un patriement, mais en tout cas, ça, c'est de la sémantique. Ouais, c'est intéressant quand même. C'est intéressant. Donc, OK, fait qu'il y a eu ce mouvement-là, puis là, à partir de ça, ben là, on l'a, OK, et là, on l'a patrié. On fait quoi avec maintenant? Il faut que tout le monde la signe. C'est qu'avant même de parler de la signer, il faut parler du fait que le patrimoine de la Constitution n'a pas été unanime. Il y a eu des longues discussions sur comment ça allait se faire. Initialement, les gens se disaient, on va juste patrier la Constitution dans sa forme telle qu'elle existait avant 1982. Et puis, quand on l'a entre nous, là, on va s'entendre sur comment la régler. Mais dans la Constitution de 1867, il n'y avait pas de mécanisme d'entente pour la modifier. Alors, les provinces ne voulaient pas la patrier sous ces conditions-là en se disant on n'a aucune façon de savoir comment, ça va être quoi les règles du jeu pour la modifier. Alors, finalement, parmi les discussions, l'entente, c'est devenu que, OK, on allait s'adopter une loi constitutionnelle qui allait avoir un mécanisme de modification dedans avant qu'on la ramène ou avant qu'on l'amène chez nous. Puis c'est ça qui a mené à toutes sortes de discussions. Il y a eu quelques formules qui ont été proposées où c'était des variations de la même chose qui ressemblent beaucoup à ce qu'on a aujourd'hui, à dire, il faut un certain nombre de provinces qui représentent un certain pourcentage de la population. Il y a eu beaucoup de permutations là-dessus. Finalement, c'est arrivé à la formule de modification qu'on a actuellement, mais en même temps, ce que le gouvernement Trudeau père à l'époque voulait faire, c'était aussi ajouter toute une autre section à la Constitution, dont la Charte des droits et libertés, dont beaucoup de modifications sur les droits linguistiques, des ajouts sur les droits autochtones, et tout ça, il était vraiment là le nerf de la guerre, de c'était quoi le désaccord. C'est là que ça a chopé, c'est exactement ça. Ça a mené à plusieurs rondes de discussion. Tout ce qui s'est finalisé le 4 novembre 1981, ce qui est devenu très connu à travers le reste du Canada. Nous, ici, au Québec, on l'appelle la nuit des longs couteaux. Ils l'appellent pas comme ça à Eux autres, c'est le kitchen accord. Eux autres, c'est l'entente de la cuisine. Nous, c'est la nuit des longs couteaux. Déjà là, ça en dit long. On reste en cuisine. Oui, puis je pense que ça vaut la peine quand même avant, je vais arriver à la question, mais c'est parce que ce contexte-là est important. Avant ça, pendant les discussions, il s'était formé quelque chose qui s'appelait la
la gang des 8, où il y avait 8 des 10 provinces, donc tous les gouvernements des provinces canadiennes, sauf le Nouveau-Brunswick et l'Ontario, qui, eux, s'étaient mis d'accord à faire une espèce de bloc anti-fédéral. Eux, il y avait leur demande de ce qu'ils voulaient. Ils s'opposaient à une charte des droits et libertés parce qu'ils trouvaient que ça allait potentiellement brimer leur propre pouvoir législatif. Ils voulaient d'autres modifications, ils voulaient, on va en venir, mais il y avait des demandes par rapport au gouvernement fédéral. Cette gang des 8-là se tenait ensemble et refusait, puis ça créait une situation politiquement très difficile au gouvernement fédéral de faire une patriation sans l'accord de ces gens-là. Le matin du 4 novembre, René Lévesque et Pierre-Éliott Trudeau se rencontrent pour déjeuner. Et il y a des mots qui sont échangés dans lesquels René Lévesque semble être d'accord avec une proposition référendaire de Pierre-Éliott Trudeau, comme de quoi il allait présenter la proposition de constitution à l'ensemble du Canada, à l'ensemble de tous les électeurs canadiens pour avoir un référendum sur la question. Comme ça, ce serait directement les gens qui se prononcent. Selon l'échange, René Lévesque a semblé être d'accord avec ça, ce qui allait à l'encontre de l'entente de la gang des 8, parce que la gang des 8 ne voulait pas un référendum sur la question. Il croyait qu'il allait probablement perdre le référendum si ça venait à ça, alors il voulait que ce soit une entente politique plutôt qu'une entente référendaire. Ça, c'était le matin. Il y a eu tout un brouhaha pendant la journée, ce qui mène à la fin de la journée quand René Lévesque et la délégation du Québec va à Hull, de l'autre côté de la rivière pour être au Québec, en disant « Appelez-nous s'il y a de quoi qui se passe. » Cette nuit-là, écoute, cette histoire-là devient intéressante. Là, ouais. Oui, mais je vais t'arrêter. Elle est intéressante. C'est pratiquement c'est le plot twist de toute l'histoire. Fait que c'est sûr qu'on va y revenir. Mais avant ça, j'aimerais ça que tu nous mettes un petit peu la table sur les différentes demandes. C'est quoi? Premièrement, je serais curieux de t'entendre sur... Il y avait principalement 2 peuples autour de la table. Qu'est-ce qui arrivait avec les peuples autochtones qui étaient un peu oubliés? Ils étaient oubliés, puis ça va devenir vraiment important plus tard. Mais oui, c'était une entente constitutionnelle que le plan, c'était que ce soit négocié politiquement, seulement par des élus, essentiellement derrière des portes closes. Ou si tu n'étais pas un élu, si tu n'étais pas un gouvernement d'une province ou le gouvernement fédéral, tu n'étais pas invité. Tu n'avais pas ta place. Les Autochtones n'étaient pas invités à toute fin pratique. Les différents groupes qui avaient peut-être d'autres intérêts, que ce soit des communautés ethniques, des Acadiens ou des groupes, par exemple, des groupes religieux qui avaient encore des droits particuliers sous la loi constitutionnelle qui existait. Eux autres non plus n'ont pas été invités, même si, je veux dire, la loi prévoyait, par exemple, que les communautés catholiques dans les provinces majoritairement protestantes avaient des droits particuliers sur la Constitution. Eux autres non plus n'étaient pas invités. C'était dans la Constitution, cette affaire-là. Même ça l'est encore. Partout sauf le Québec, il y a encore une garantie constitutionnelle que les communautés catholiques vont contrôler leurs écoles. Eux autres aussi n'ont pas été invités. Il y a plein de gens qui avaient quand même des intérêts là-dedans qui n'ont pas été invités. Puis ça va devenir un problème plus tard. OK. Donc, puis là, il y a des grands oubliés, c'est ce que je comprends. Il y a aussi, des demandes. Là, la façon dont tu me présentes ça, c'est qu'il y a la gang des 8, il y a le Québec. Québec fait partie de la gang des 8. Ah, le Québec fait partie de la gang des 8. Le Québec faisait partie de la gang des 8, oui. Okay. Alors, il y avait une alliance entre 8 des premiers ministres provinciaux qui s'opposaient au plan constitutionnel proposé par le gouvernement fédéral. Qu'est-ce que le Québec demandait de particulier pour le Québec dans cette pour justement avant même de venir s'asseoir ou en s'assoyant à la table, il arrivait avec quelle demande le Québec? Le Québec, fait intéressant, les demandes qui allaient se développer plus tard étaient pas tout à fait encore bien développées. De ce qu'on savait de la gang des 8, ils ne voulaient pas de charte des droits et libertés. Ils voulaient, entre autres, que si le gouvernement fédéral finance des projets qui sont de compétences provinciales, que chaque province ait, sous un mécanisme qui n'était pas encore très clair, mais un potentiel de se retirer et recevoir l'argent que le gouvernement fédéral a dépensé là-dessus à la place. Il y avait quelques autres petites demandes ici et là, mais au moment de la gang des 8, le Québec ne demandait pas vraiment de concessions particulières au Québec. Le Québec était dans l'intérieur d'un bloc qui voulait des pouvoirs provinciaux très solides. Qui les auraient servi selon leur intérêt, mais qui auraient été l'équivalent pour chacune des provinces. Donc, une fédération de provinces beaucoup plus indépendante. C'est ça. C'est ce que le Québec demandait. C'est ce que le reste de la gang des 8 demandait aussi. C'était qui les pas 8? L'Ontario, le Nouveau-Brunswick.
qui, eux, avaient une entente séparée avec le gouvernement fédéral. OK, c'est ce que tu nous disais tantôt. Ouais. OK, parfait, merci. Ça, je trouve que ça met bien la table. Ouais. Maintenant, on va arriver à ce fameux matin-là. Là, on est le 4. Le 4 novembre 1981. Il y en a donc bien des 4 novembre. Un autre du 4 novembre. Un autre du 4 novembre. Un 4 novembre au matin, c'est 4 novembre au soir. OK, on revient au matin du 4 novembre 81. Il y a les Québécois qui sont retournés à Gatineau, à Hull. Il y a la gang des 8 qui se réunissent en cachette. Ça, c'est le soir. Le soir. Mais alors, remontons au matin. Oui, c'est vrai. C'est ça. En fait, elle m'intéresse beaucoup cette discussion-là que tu as évoquée parce que est-ce que ça n'en est pas une forme de trahison du Québec d'avoir cette discussion-là entre... C'est certainement comme ça que le reste de la gang des 8 l'a interprété. Hein? Le reste de la gang des 8 sentait, bon, ben, OK, le Québec vient de plier, maintenant on est la gang des 7. Puis on peut s'imaginer que les délégations des autres provinces, parce qu'eux, c'était absolument, ils ne voulaient pas un référendum sur la question. Le gouvernement fédéral voulait un référendum sur la question. Là, tu arrives le matin du 4, tu sors du déjeuner, tu apprends, bon, ils l'ont appris par les médias parce que c'est même que ça va vite. Ça va vite. Ils apprennent que, bon, ben, supposément, il y aurait eu une entente entre le Québec et entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral pour que ce soit acceptable de faire ça par référendum. On s'entend que le gouvernement Lévesque était peut-être dans une position un peu faible, vulnérable là-dessus, parce qu'en 1980, il n'avait eu un référendum. Alors, tu peux pas dire on est contre les référendums maintenant en 82, mais on était pour en 80. Mais en tout cas, le reste de la gang des 8 l'a interprété comme si le Québec venait de rompre les rangs. Ce qui fait qu'à la fin de la journée, quand la délégation du gouvernement du Québec retourne à Gatineau en disant « Appelez-nous s'il y a quelque chose », on peut s'imaginer que les 7 autres se disaient « Bon, ben là, Québec n'est plus de notre bord. » T'sais, le gouvernement du Québec vient de rompre les rangs, alors on va les négocier. On va s'entendre entre nous, puis bon, c'est là qu'on arrive, c'est le soir, dans l'hôtel où ces discussions-là se tenaient. Apparemment, la réunion dans la cuisine s'est faite où tous les premiers ministres des provinces autres que le Québec, alors la gang des 7, si tu veux, plus l'Ontario, plus le Nouveau-Brunswick et le gouvernement fédéral se mettent d'accord sur une entente où il y aurait une charte des droits et libertés, chose que le gouvernement fédéral canadien voulait, qui s'appliquerait aux provinces. Alors, les provinces seraient aussi assujetties à cette charte-là. Ça, c'est un gros point important. Là, ils avaient cédé un gros point, les 7. Oui, les 7 avaient cédé, mais ils l'avaient cédé en échange de la clause non-obstante, l'article 33 de la Charte constitutionnelle, qui dit essentiellement, n'importe quand qu'un gouvernement provincial veut passer une loi qui potentiellement va contre les principes de la Charte tels qu'ils ont été interprétés par les tribunaux, vous pouvez invoquer l'article 33 qui fait en sorte que la Charte ne s'applique pas à cette loi-là pour une période de 5 ans. Alors, essentiellement, la clause non-obstant, c'est un appel aux élections. Ça force le gouvernement à avoir une élection sur la question chaque fois. Chaque fois que la clause non-obstant est invoquée, ça veut dire que chaque nouvelle élection, ça va vouloir dire, les électeurs vont soit appuyer un gouvernement qui veut maintenir cette exception-là ou pas. C'est un appel. C'est un processus démocratique. Le gouvernement fédéral ne voulait pas ça. Ils ont fait la concession et en échange, les provinces ont accepté la charte qui, pour eux, était maintenant largement affaiblie parce qu'il y avait cette option-là de ne pas l'invoquer. Il faut dire là-dedans, les provinces qui restaient ont aussi fait une concession, comme de quoi ils n'ont pas reçu le droit d'exclusion ou le droit de retrait sur le financement fédéral dans les questions de compétences provinciales. Alors, il y a eu du donnant-donnant là-dedans. Un accord s'est signé, un accord s'est formé à la fin de cette journée-là, sans que le Québec soit présent, sans que la délégation québécoise soit présente. Elle était de l'autre côté de la rivière. C'est là qu'on arrive au lendemain matin, où la première fois que la délégation québécoise apprend l'existence de cette entente, c'est quand René Lévesque et sa délégation arrivent au déjeuner, où ils se font dire « Hey, vous allez être super contents. On a une entente, c'est réglé. On a eu presque tout ce que tu demandais. Il va avoir une charte, mais il va avoir la clause non-obstant. Ça fait que c'est pas grave. T'es correct, t'as tout ce qu'il veut. La délégation du gouvernement du Québec, René Lévesque, regarde ça et dit c'est pas du tout ce qu'on veut. Il n'y a pas le droit de retrait. Il y a plein d'autres problèmes avec ça. Puis ils disent on refuse, on s'en va et on va utiliser notre veto. Puis on va revenir à cette notion-là.
Principalement, c'était quoi les grands éléments qui contrariaient le Québec dans ce contexte-là? C'était principalement relié aux éléments sur la langue, les critères sur la langue et sur l'immigration? Ça, c'est venu plus tard. Pour l'instant, c'était vraiment l'absence d'un droit de retrait qui, selon le gouvernement québécois à l'époque, voulait dire que le gouvernement fédéral allait continuer à accroître ses dépenses dans les compétences provinciales. Donc, un retrait sur des éléments précis, comme tu nous le disais il y a 2 minutes. Okay. Et puis, la formule d'amendement qui avait été acceptée par toutes les autres provinces, donc la façon par laquelle la Constitution canadienne pourrait être modifiée à l'avenir, cette formule-là ne faisait pas l'affaire du Québec non plus. Le Québec voulait la Charte des droits de la personne au Québec. Ben, le Québec ne voulait pas de charte de droits et libertés fédérale. C'est ça, comme tu dis, on avait déjà notre propre charte. On en avait déjà une, rendue là. Alors, il la voulait pas. Bon, est-ce que la clause en optant aurait été en soi suffisante si le Québec avait reçu ses autres demandes? Peut-être, mais c'est pas ça qui est arrivé. Puis je pense que, tu sais, à quelque part là-dedans aussi, il faut que tu t'imagines. Hey, imagine-toi être la délégation du Québec. T'arrives le lendemain matin, puis tu te fais annoncer comme de quoi l'entente est faite par les gens que, selon toi, c'était tes alliés hier, même si quelque chose s'était passé, mais le Québec, la délégation québécoise ne sentait pas qu'elle avait renié la gang des 8, mais les autres, ça avait comme l'impression que le Québec n'est plus de notre bord. Ça c'est devenu un peu un prétexte aussi. Hein? Ça rendu là, je veux dire, tout peut être un prétexte à tout, mais je peux comprendre que ce matin-là a dû avoir beaucoup de confusion. Ça a dû être très choquant pour la délégation québécoise. Et c'est ça, ils sont sortis en disant on refuse, on va appliquer notre veto pour pas que ça passe. Et après ça, il y a eu ce qui a suivi. C'est super mêlant pour le commun des mortels, la suite. Là, quand tu dis à un jeune, puis je dis un jeune parce qu'il n'a pas eu l'occasion justement de vivre tout ça, ou quelqu'un qui s'y est intéressé de façon du coin de l'œil, tu lui dis, le Québec n'a jamais été signataire de la Constitution canadienne. Ouais. C'est un peu surprenant. Comment on fonctionne? Spécifiquement, quand on dit que le Québec n'a jamais signé la Constitution, c'est pas faux, mais c'est pas exact. Le Québec n'a jamais signé la loi constitutionnelle de 1982. La Constitution du Canada, c'est beaucoup plus que juste ce document-là. Il y a plusieurs autres documents. Il y a la loi constitutionnelle de 1867 que le Québec... aucune province a signé parce que c'est la loi qui a créé les provinces. Alors, c'est un peu comme te demander pourquoi tu n'as pas signé ton propre baptistère. La réponse est évidente. La Constitution du Canada, c'est plus que juste ça aussi. Mais l'idée, c'était que pour des raisons symboliques, tant politiques du côté canadien que pour réconforter le Parlement britannique qui, eux autres, allaient se ramasser avec ce problème-là, le gouvernement fédéral voulait présenter un front commun au Parlement britannique en disant « Voici, comme toutes les autres modifications constitutionnelles que vous nous avez consenties dans le passé, c'est une entente unanime, alors vous pouvez la signer... » Les yeux fermés. Les yeux fermés, il n'y a pas de problème, tout va bien, inquiétez-vous pas, vous êtes juste en train de faire du rubber stamping. Encore une fois, on est tous d'accord, on est tous contents. C'est pour ça que le gouvernement fédéral voulait la signature des représentants des gouvernements de toutes les provinces. Il ne l'a pas eu. Alors après ça, la question, c'est devenu, est-ce que le gouvernement britannique allait accorder cette constitution-là sans l'accord d'une des provinces? Et de deux, même si le gouvernement britannique voulait le faire, est-ce que légalement, constitutionnellement, sous le droit canadien, il pouvait le faire? Puis là, on est rentré dans des grosses démêlés judiciaires qui ont suivi par la suite, qui étaient quand même un peu commencés à l'avance parce que les gouvernements s'étaient préparés d'avance. Mais ça menait à plusieurs questions. J'invoquais tantôt que le gouvernement Lévesque a dit on va appliquer notre droit de veto. Une des questions, c'était est-ce que le Québec a un droit de veto sur les modifications constitutionnelles? Peux-tu bloquer tout le monde? C'est ça. La question avait déjà été invoquée de façon un peu indirecte par Terre-Neuve et Labrador et le Manitoba aussi, qui s'étaient chacune demandé est-ce que nous, en tant que province, est-ce qu'on a un droit de veto? Est-ce qu'il faut que ce soit une décision unanime pour modifier la Constitution? La Cour d'appel de Terre-Neuve et du Labrador avait répondu un oui, peut-être. La Cour d'appel du Manitoba avait répondu non. Là, on n'est pas encore à Meach ou à... On n'est pas encore à Meach, là, okay. Non. Et la Cour d'appel du Québec avait répondu non. Ça s'est rendu à la Cour suprême. La Cour suprême aussi a dit il n'y a en effet pas de droit de veto unique à n'importe quelle province. Alors, tu n'es pas obligé d'avoir un accord unanime de toutes les provinces pour patrier la Constitution, en faire des modifications telles que la Constitution existait à l'époque. Là, le Québec, après ça, s'est viré de barbe. Il a dit, nous,
parce qu'on occupe un rôle distinct, unique au Canada, nous, on a un droit de veto. Même si le Manitoba n'en a pas, nous, on en a un. Cour d'appel du Québec répond non, le Québec n'a pas un droit de veto. Cour suprême répond non, le Québec n'a pas un droit de veto. Alors, ça mène au fait que c'est maintenant légalement possible pour le Parlement britannique de rapatrier la Constitution telle que le voulait le gouvernement fédéral avec l'accord de 9 des 10 provinces. Et c'est ce qui s'est fait. 9 des 10 provinces l'ont signé, le Québec ne l'a pas signé. Ça nous impose quoi au Québec, cette signature-là à 9 contre 1? Ben, je veux dire, qu'est-ce que ça nous impose? Les signatures sont symboliques. C'est ça qu'il faut se rappeler. Il y a eu des décisions, c'était pas clair que c'était des signatures symboliques, mais les décisions de la Cour suprême et des cours des provinces, la Cour d'appel du Québec était d'accord avec ça, que l'accord du Québec n'était pas nécessaire. Mais ce que ça veut dire, c'est que l'instance politique qui représente la province de Québec s'est fait imposer une constitution avec une charte qui allait limiter ses pouvoirs sans l'accord de l'institution politique. Là-dessus, je fais quand même attention à mes mots. Je parle bien du gouvernement du Québec et du gouvernement du Canada. Souvent, on dit, tu sais, le Québec s'est fait imposer une constitution, mais ce qu'on oublie, c'est que le gouvernement fédéral, à l'époque, était, si on regarde juste les sièges au Québec, majoritaire au Québec. Alors, dire que les Québécois se sont fait imposer une chose, c'est comme dire que les Québécois ont jamais Étaient pas canadiens. Étaient pas canadiens à ce moment, ce qui était pas vrai. C'est comme, c'est nier que les Québécois ont des droits de vote en tant qu'électeurs fédéraux, chose qui sont. Mais ça veut pas nécessairement dire que l'instance politique qui est la province de Québec n'a pas aussi sa propre légitimité démocratique en tant que telle. Alors, c'est pour ça que je fais vraiment attention de dire le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec. Et non les Québécois. Exactement. C'est intéressant de voir que cette dichotomie-là, on la vit jusque dans notre être. C'est exactement. Oui, on est tous un en individu. même temps un électeur fédéral et un électeur provincial québécois. OK. Qu'est-ce que... Il y en a qui disent que je l'ai signé justement, cette fameuse... Premièrement, pourquoi? Ça serait important pas important de ou ne pas. En fait, les deux questions m'intéressent. J'aimerais qu'on finisse par y répondre. Mais commençons par la première. Pourquoi ce serait si important, donc, qu'on la signe pour ceux qui aimeraient qu'on la signe? Tu sais, quand tu lis un article dans le journal ou quelque chose, puis tu vois une affirmation puis un petit astérisque à côté. Puis là, tu regardes en bas, puis là, tu vois, il y a une petite nuance. Présentement, la Constitution canadienne a un astérisque à côté d'elle. Donc, elle n'est pas pleinement... Ben, elle est pleinement légale. Là-dessus, ouais, même le gouvernement du Québec reconnaît la légalité de l'application de la Constitution canadienne sur le gouvernement du Québec. Ça, le gouvernement du Québec l'a fait implicitement à plusieurs reprises. Le gouvernement du Québec n'hésite pas à invoquer la loi constitutionnelle de 1982 quand c'est à son avantage. Alors, on ne peut pas dire qu'il ne la reconnaît pas. Ouais. Mais ce qu'il dit, c'est « je la reconnais sous protestation ». Elle n'est pas parfaite. On l'aime pas. On la voulait pas, on la veut toujours pas. Alors, le fait d'avoir ce petit astérisque-là, c'est comme... c'est comme une petite blessure qui s'est jamais réglée. Alors, chaque fois que le gouvernement fédéral invoque la loi constitutionnelle de 1982, il est un peu obligé de le faire la tête un peu basse en disant, bon, ben, tu sais, oui, on l'a fait, mais sans l'accord du gouvernement du Québec. Et, encore une fois, légalement, aucun impact, mais politiquement, dans les impressions, dans le sentiment des gens, c'est quand même... Ceux qui voudraient qu'on la signe, c'est parce que ça permettrait de lui donner toute sa puissance, toute sa grandeur. On enlève l'astérisque et on lui donne une légitimité démocratique c'est le terme que je cherchais. Beaucoup plus lourde qu'elle a présentement. Bon, parfait. Ceux qui veulent pas qu'on la signe. Ceux qui veulent pas qu'on la signe. Pourquoi le Québec ne veut toujours pas signer cette constitution-là? Ben, c'est là qu'on vient. Il s'en sert, dans certains cas même. Ouais. Et même si sa cour supérieure la reconnaît. La reconnaît. C'est là qu'on vient aux discussions qui ont eu lieu après. Parce que on est en 82, ça vient de se faire, la Constitution, c'est patrié. Tout le monde s'est dit, on va corriger ça, on va se négocier ensemble, on veut que le Québec revienne la tête haute, que le Québec fasse partie à pleine part, sans astérisque, sans exception, on n'est pas trop sûr. Vous êtes dans la gang pour vrai. Exactement. Alors, il y a eu plusieurs rondes de discussion et bon, ben, ça a mené, ce qu'il faut dire aussi, il y a eu des changements politiques.
Pierre-Éliott Trudeau était plus là, c'était maintenant Brian Mulroney. René Lévesque était plus là, c'était maintenant Robert Bourassa. Ces deux hommes-là s'entendaient pas mal mieux que Lévesque et Trudeau. Alors, parmi les discussions, c'est ça que Robert Bourassa a présenté les 5 conditions. Ça, c'est très important de les connaître. Les 5 conditions qui feraient que le gouvernement du Québec serait prêt à signer la loi constitutionnelle de 1982 et rentrer la tête haute et à cœur joie dans la pleine fédération canadienne sans qu'il y ait d'astérisque à côté de ça. Ces 5 conditions-là, qui ont, comme je dis, ont été développées, formalisées un peu plus tard, c'est encore les 5 conditions qui s'appliquent aujourd'hui, sont, première chose, la reconnaissance de la société distincte québécoise. On va pouvoir revenir à ce que ça veut dire exactement, mais ça, c'était une des 5 conditions. Les pouvoirs sur l'immigration, qui soient enchâssés dans la Constitution elle-même. Avec une exception pour le Québec. Pas une exception pour les provinces. Que ce soit une exception pour toutes les provinces ou juste pour le Québec. Tant que le Québec l'aille, c'est pas grave. C'est ça, OK. C'est ça. Alors que... Mais nous, c'est ce qu'on demande. C'est ça, c'est ce que le Québec demande. Une garantie constitutionnelle pour la nomination de au moins un tiers des juges à la Cour suprême. Ça, c'est pour le Québec. Ça c'est spécifique pour le Québec. Ça ne marcherait pas, c'est ça. Alors ça, c'est spécifique au Québec. On a le droit de retrait, comme on a parlé, c'est-à-dire le droit de dire au gouvernement fédéral, on ne veut pas embarquer dans votre programme qui touche nos compétences, envoyez-nous l'argent à la place, sans condition. Sans condition, très important. Et la dernière, c'est le... Ça se passe mal. Ouais, non, c'est parce que... le droit de veto, justement. Ouais. Le droit de veto que le Québec réclamait. Faut pas se faire avoir 2 fois. Faut pas se faire avoir 2 fois. Exactement. Que le Québec ait une garantie que toutes les modifications futures à la Constitution qui pourraient affecter les droits du Québec, le gouvernement du Québec, ait un droit de veto là-dessus. C'était ça les 5 demandes. On arrive au lac Meech. Le lac Meech, tous les représentants des provinces arrivent. Encore une fois, le même problème des exclus sont là. C'est juste les représentants politiques des provinces et du gouvernement fédéral, après un changement politique, arrivent, ils se disent, on arrive à un accord. Les gouvernements de toutes les provinces et le gouvernement fédéral sont d'accord. Les 5 conditions du Québec sont remplies. Robert Bourassa signe l'entente du lac Meech. Tout le monde est heureux, tout le monde est content. Et on annonce, ça y est, le Québec est revenu, réconcilié avec la grande famille. Sauf que ça, c'était une modification à la Constitution. Et en 82, on avait adopté la formule de modification à la Constitution qui exigeait que cette modification à la Constitution-là soit adoptée par les législatures d'un certain nombre de provinces. Puis il y avait maintenant 3 ans. Alors, on était top chrono, 3 ans pour faire adopter ces modifications à la Constitution-là, selon la formule qui avait été adoptée en 1982. Beaucoup des provinces l'adoptent. Manitoba, Terre-Neuve. Exactement. Elijah Hopper. Puis, c'est qui l'autre? C'était les premiers ministres de chacune des 2 provinces. Mais continue. Ben c'est ça. Alors, bon, assez vite, le plus tôt possible, la plupart des provinces adoptent dans leur législature. C'est beau. Terre-Neuve, ça passe pas. Pour des raisons qui sont complexes, pas besoin de rentrer là-dedans, là, mais essentiellement, Terre-Neuve et Labrador disent non. C'est pas nécessairement fatal à la modification parce que selon la formule d'amendement, c'était quand même théoriquement possible en dedans des 3 ans d'aller chercher les accords nécessaires. Sauf que c'est là qu'on arrive au Manitoba. Au Manitoba, il y a une législature qui est une législature du NPD, si je ne me trompe pas, qui se dit oui, parfaitement favorable, sauf pour un homme qui a été vilifié à l'époque, mais que je suis convaincu qu'un jour va être déifié en héros canadien parce que lui, il dit non, je refuse qu'un accord constitutionnel soit adopté qui va largement modifier les relations de pouvoir entre le gouvernement fédéral et les peuples autochtones sans que les peuples autochtones soient consultés, soient impliqués dans le processus. Et cet homme-là, Elijah Harper, comme tu le dis, était lui-même membre de la nation Cree Ojibwe, si je ne me trompe pas. C'est un autochtone qui, au nom de tous les autochtones canadiens, a été le seul vote refusant une motion à l'Assemblée législative du Manitoba, ce qui a fait que, ils n'ont pas été capables d'arriver à un accord à temps. L'accord a coulé.
OK. Fait qu'on avait déjà une ronde qui s'ajoutait, qui avait échoué. Ça allait échouer à cause du refus de de Terre-Neuve et Manitoba, pour des raisons qui pourront même être jugées pertinentes. Il n'y a pas de souci par rapport à cet aspect-là. Ouais. Un petit peu plus tard, on est revenu. On se dit, c'est correct, on va avoir une autre ronde. Oui, même si ça... Bon, OK, ça n'a pas marché, on va recommencer. Là, ayant appris du problème de ceux qui avaient été exclus, on a un processus beaucoup plus ouvert, beaucoup moins formel, beaucoup moins rigide, qui inclut toutes sortes d'intervenants autres que simplement les représentants gouvernementaux fédéral-provincial, qui mène à ce qu'on appelle l'accord de Charlottetown. Puis l'accord de Charlottetown, on avait une reconnaissance beaucoup plus profonde des droits des Autochtones. On avait une reconnaissance des droits linguistiques du Nouveau-Brunswick qui allait chercher les intérêts des communautés minoritaires francophones au Nouveau-Brunswick. Tout ça allait relativement bien au niveau politique. Il y a eu quelques négociations là-dessus. Le gouvernement fédéral, il a peut-être fallu lui tourner le bras un petit peu, mais essentiellement, tout le monde est arrivé d'accord, sauf que rendu là, après l'échec du lac Meech, beaucoup des provinces s'étaient donné des lois comme de quoi il fallait que toutes les modifications constitutionnelles futures fassent l'objet d'un référendum, soit à leur province ou à l'échelle nationale, à l'échelle canadienne. Alors là, on arrive à l'accord de Charlottetown en 1992, un référendum là-dessus. Le Québec tient son propre référendum par souci d'autonomie. Le reste du Canada fait un référendum fédéral. Qu'est-ce qui arrivait à ce moment-là avec nos 5 conditions? Les 5 conditions étaient quand même remplies dans cet accord de Charlottetown-là. Les 5 conditions, encore une fois, l'objet de modification, mais essentiellement, le gouvernement du Québec était d'accord avec l'accord de Charlottetown. Le problème, c'est qu'au moment d'avoir un référendum sur la question, les électeurs québécois ne l'ont pas adopté. Et c'est pas juste les électeurs québécois. Les électeurs canadiens à travers le Canada ne l'ont pas adopté non plus. L'accord de Charlottetown a échoué au référendum. Oui, et puis il a échoué dans tous les référendums qui ont eu lieu. Pas dans tous. Il a passé dans certaines provinces. Il n'a pas passé au Québec. Le Québec était la seule province à tenir son propre référendum autonome. Dans le reste du Canada, c'était un référendum canadien. Mais l'ensemble des électeurs canadiens et québécois l'ont refusé. Ça a été accepté par certaines provinces, refusé par la majorité. La recommandation du Parti libéral du Québec à ce moment-là, c'était quoi? Auprès des Québécois. Auprès des Québécois, il était favorable. Eux autres, ils voulaient qu'ils signent. Ils voulaient qu'ils signent. Quelle a été la réaction? J'ai pas de souvenirs, j'ai des souvenirs, j'ai quelques souvenirs de ça, parce que j'étais quand même assez, j'étais rendu même majeur à ce moment-là. J'étais-tu majeur? Je me vois tout juste. Mais quelle a été la réaction de Bourassa suite au vote? J'étais pas dans sa tête, là, mais on peut s'imaginer c'était pas ce qu'il voulait. T'sais, Bourassa a essentiellement fait la deuxième moitié de sa carrière politique à vouloir jouer cette corde raide très difficile-là, de s'assurer que, on se souvient du discours « quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse », exact. Que le Québec soit entièrement autonome, maître de son avenir en 90, mais de l'autre côté, que le Québec rejoigne la tête haute, avec honneur, avec fierté, la Fédération canadienne. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, c'était une construction qui nous amenait à 92. Oui. Fait qu'il était prêt. Toutes nos conditions étaient là. Oui. OK. Mais les électeurs n'ont pas accepté pour des raisons qui sont encore facilement débattables aujourd'hui. Essayer de déterminer c'était quoi qui se passait dans la tête des électeurs au sens large, c'est à peu près impossible. Mais ce qu'on sait, c'est que tant au Québec que dans l'ensemble du reste du Canada, ça n'a pas fonctionné. Les souverainistes, à ce moment-là, étaient contre la ratification de cet accord-là parce que rendait potentiellement la souveraineté un peu caduque. Oui, on pourrait dire ça. C'est sûr que si on enlève l'astérisque de la Constitution, je veux dire, ça devient difficile faire un cas politique pour une légitimité. On a un réel contrôle sur 5 des points qui sont... Oui, si en 92, les Québécois avaient voté majoritairement en faveur de l'accord de Charlottetown, on s'entend que les souverainistes auraient un peu perdu le vent dans les voiles. Là. Tu peux pas réclamer que le Québec se sépare de la Fédération canadienne quand les électeurs québécois viennent d'adopter un accord constitutionnel avec le Canada. Puis que sur des points essentiels, ils ont un contrôle qui leur permet, qui leur offre l'autonomie qu'ils demandent dans un contexte souverain. Ouais. C'est sûrement beaucoup de souverainistes beaucoup de gens qui n'étaient pas encore souverainistes le sont peut-être devenus après l'échec du lac Meech et après l'échec de Charlottetown. Ça a été l'élan vers 95. C'est ça. Pourquoi
aujourd'hui encore, le Québec n'a pas intérêt à signer la Constitution comme elle était. Ben, retournons aux 5 conditions. Ouais. Puis je pense que c'est important de retourner aux 5 conditions parce que ces 5 conditions-là, depuis 87, tous les gouvernements du Québec les endossent. Que ce soit libéral, Parti québécois, CAQ, ces 5 conditions-là sont encore un peu là, le sine qua non. Ça, c'est le minimum. Les 5 conditions, bon, la première, la reconnaissance de la société distincte. Ça a été fait dans une motion au Parlement. Selon plusieurs politiciens constitutionnalistes, on peut dire que c'est un fait accompli par les coutumes. Tu sais, notre constitution n'est pas simplement écrite, on a une constitution qui est largement coutumière. Certains disent que ça, c'est peut-être déjà atteint, mais la demande, c'est que ce soit inscrit dans la Constitution canadienne. Puis dans la Constitution canadienne, pas dans la Constitution québécoise, que le Canada le reconnaisse. Ça, c'est pas fait. La deuxième, le contrôle sur l'immigration. En pratique, le gouvernement fédéral accorde une entente avec le Québec sur l'immigration qui rejoint les demandes du Québec. Mais ça, c'est pas constitutionnel, c'est simplement une entente avec le gouvernement fédéral. Le gouvernement fédéral délègue ces pouvoirs-là. Ouais. Et puis le gouvernement fédéral, en théorie, peut les retirer n'importe quand. Alors, on veut enracinement constitutionnel des pouvoirs sur l'immigration du Québec. Troisième chose, les juges. On a une loi là-dessus, mais c'est pas constitutionnel. Alors, encore, même principe, en théorie, le gouvernement fédéral pourrait modifier, retirer cette loi-là. Il y aurait peut-être des problèmes constitutionnels à le faire. Ce serait à la Cour suprême à déterminer elle-même si c'est maintenant un principe constitutionnel ou non, mais on veut la clarté là-dessus. Alors, on demande que ce soit à l'intérieur de la Constitution. Le droit de retrait, puis le droit de veto, c'est là où ça, là, on n'est même pas vraiment proche. Le droit de retrait, en pratique, au cas par cas, loi par loi, programme par programme, le gouvernement fédéral y pense des fois. Puis quand je dis que c'est ça, le bas blesse, là, présentement, il y a une controverse qui est en train de se créer. Particulièrement, ça touche beaucoup l'industrie forestière parce que le gouvernement fédéral, en utilisant ses pouvoirs, le pouvoir de taxer et de dépenser, a créé une loi qui fait en sorte qu'il veut protéger les caribous dans le nord du Québec. Ça, c'est d'actualité, là. Mm-hmm. Alors, en faisant ça, le gouvernement ramasse plein d'argent puis dit, bon, ben nous, on va donner, je pense que ce soit 630 millions de dollars en jeu. On a récolté 630 millions de dollars de l'ensemble des électeurs, de l'ensemble des citoyens, dont des citoyens québécois. Et on va le donner au gouvernement québécois seulement si le gouvernement du Québec adopte des politiques qu'on lui dicte, qui sont dans son champ de compétences. Puis le gouvernement du Québec dit, bon, voyons donc, ça n'a pas de bon sens, c'est nos champs de compétences, on peut faire ce qu'on veut, vous ne pouvez pas nous retenir notre argent pour faire nos programmes comme ça. Alors présentement, le gouvernement du Québec est encore en train de refuser ce qui pose un gros point d'interrogation sur l'industrie forestière et aussi la chasse, tout ce qui touche le caribou présentement dans la Côte-Nord. Ça, c'est des désaccords qui sont encore hyper communs, on le voit en santé, on le voit en éducation. Tu sais, quand on parle des transferts en santé, des transferts en éducation, c'est ça, là. C'est presque toujours, au fond, des questions du droit de retrait. Le gouvernement du Québec veut pouvoir adopter ses propres politiques, mais pour ça, il a besoin de se financer, puis il n'est pas capable de se financer quand le gouvernement fédéral a déjà taxé ses citoyens, puis il refuse de lui remettre l'argent. Alors ça, c'est encore un problème actif. Et le dernier, le droit de veto, ben ça, on n'a même pas encore commencé à en parler, là. Le gouvernement fédéral refuse de donner au gouvernement du Québec un droit de veto sur la Constitution. C'est presque certain qu'aucune autre province actuellement serait confortable au fait que le Québec, par lui-même, ait un droit de veto sur la modification de la Constitution quand toutes les autres provinces n'en ont pas. Mais ça... Alors, c'est compréhensible. Ouais. Je comprends parfaitement. Là. Je veux dire, moi, si j'étais un électeur ontarien, ce serait, ben non, j'accepte pas, à moins que l'Ontario aussi ait le même droit de veto. Puis ça, ben là, tu viens avoir une constitution. C'est ça, tu as une constitution qui est plus possible de modifier. Puis on voit qu'est-ce qui arrive aux États-Unis quand tu as une constitution immodifiable, ça devient ingérable. Alors, ça, c'est encore un gros, gros problème. Alors, des 5 conditions, il n'y en a aucune qui est 100% réglée. 3 sont partiellement réglées, mais pas suffisamment sécuritaires, puis il y en a 2 d'entre elles on n'est même pas proche. Qu'est-ce qu'il y en est de la langue là-dedans? Tous les éléments reliés à la protection de la langue ou même aux lois reliées à la langue? C'est quand même difficile à dire parce qu'on remarque dans les 5 conditions, il n'y a pas vraiment il n'y a pas de question directe reliée à la langue là-dessus. L'immigration touche la langue un peu, ça, on peut quand même comprendre. Mais c'est plutôt dans la question de droit de veto sur les modifications futures à la Constitution.
Parce que si le Québec n'a pas ce droit de veto-là aux modifications futures de la Constitution, ça veut dire que le gouvernement fédéral pourrait, par exemple, augmenter la place des obligations vis-à-vis de l'anglais dans les institutions publiques du Québec. T'sais, présentement, par exemple, la Constitution garantit que les jugements rendus par la Cour du Québec, la Cour supérieure du Québec, la Cour d'appel du Québec doivent être rendus de façon bilingue, que les lois promulguées par l'Assemblée nationale doivent être faites de façon bilingue et que tant l'anglais que le français soient un pouvoir d'autorité. On pourrait, si on n'a pas le droit de veto, voir des situations où le gouvernement fédéral dit « Ah, ben maintenant, sur le les pourcentage change. C'est ça. Sur les lois qui touchent les écoles, par exemple, ben, c'est l'anglais qui prime. On pourrait voir des situations où le gouvernement fédéral change la Constitution pour faire en sorte que Montréal est maintenant une ville bilingue. On ne le sait pas. On ne sait pas ce qui pourrait arriver à l'avenir. Il n'y a pas de projet sérieux pour faire ça, mais sans la sécurité constitutionnelle, exactement, ça doit être enchâssé dans la Constitution pour que ça devienne un document acceptable à signer. Donc, ce que les gens auraient envie de comprendre, là, puis c'est, on le voit, de par 5 conditions, entre autres. Je pense que c'est un petit peu plus complexe avec ce que je comprends parce qu'il y a des ramifications puis il y a des impacts au-delà de ces 5 éléments-là parce que ça a des impacts sur plein de choses, évidemment. Comme je dis, des ramifications. Les gens veulent comprendre pourquoi on n'a sérieusement pas intérêt à signer ça aujourd'hui tel que c'est là. Ça serait un recul comparativement au travail, quand on pense à tout le travail qui a été fait sur ces 5 points-là. Mais je reviens encore à cette question-là. On a parlé j'essaie encore de comprendre comment, puis j'aimerais que les gens puissent comprendre, quand ils répondent à la question, êtes-vous favorable à ce que l'on signe la Constitution dans son état actuel, oui ou non? Mais là, j'aimerais qu'on soit en mesure de mieux comprendre l'impact de dire oui, on la signe ou non, on la signe pas. L'impact, c'est qu'on pourrait perdre les 3 premières conditions qu'on a par des moyens de simple loi fédérale, on pourrait les perdre. Et les 2 autres, qui sont le droit de retrait, qui est au cas par cas, et le droit de veto, on les perd. Alors, ça veut dire... On les a actuellement? Ouais, le droit de veto, on ne l'a pas. Mais le droit de retrait? Le droit de retrait, on l'a au cas par cas, négocié entre le gouvernement provincial et fédéral chaque fois. Alors, le risque, c'est qu'on les perde. C'est ça. Alors, si on signe la Constitution, si le gouvernement du Québec signe la Constitution dans son état actuel, les 3 premiers acquis sont à risque. Ça ne veut pas dire qu'on va les perdre, mais ça veut dire qu'ils sont à risque au bon gré du gouvernement fédéral. Le gouvernement fédéral peut les enlever, en théorie, quand il veut. Et les 2 autres, c'est sûr que ça ne va jamais se régler. Il y a une super équipe le gouvernement du Québec organise une super équipe d'avocats pour l'éclairer dans un contexte où cette discussion-là revient dans l'actualité. Et Farnell Morissette fait partie de cette équipe, de cette super équipe de juristes. À titre d'avocat en Ontario, je ne suis pas membre du barreau du Québec. Juriste conseil. Juriste conseil. Qu'est-ce que Farnell Morissette conseille au gouvernement du Québec? Qu'on tienne le cap sur les 5 conditions. Je veux dire, je pense que c'est vraiment poche qu'on soit 40 ans plus tard, presque. On est en 2024. Les 5 conditions datent de 1987. Mais il faut selon moi, l'avenir constitutionnel québécois au sein de la Fédération canadienne ne peut pas se passer de ces conditions-là. Même le droit de veto. Même le droit de veto. Puis, je veux dire, le droit de veto, en 82, j'aurais dit, on peut peut-être s'en passer, mais on a vu ce qui s'est passé depuis. Je pense qu'il nous le faut. Alors, à moins d'avoir d'énormes autres concessions qui font en sorte qu'on est assez confortable que le droit de veto n'est pas nécessaire. Mais à quoi ça ressemble ça, je ne sais pas. Alors moi, mon conseil, ce serait de dire, on tient la ligne, on veut les 5, et puis c'est le minimum. Les 5, c'est pas l'idéal. Là. Les 5, c'est le minimum. On n'accepte rien en dessous de ça. On se fait peut-être accepter les 5, puis tu dis peut-être encore non à signer. Je veux dire, faudrait au moins accepter les 5. Et puis, après ça... Je serais prêt à discuter. Je serais prêt à discuter pour le reste. Mais si les 5 sont pas sur la table, on va se regarder dans les yeux puis on va dire le café est bon. Puis ça va pas être une grosse discussion. Si ça ne venait qu'à moi, ces 5 conditions-là, c'est le minimum. Là, tu sais que tu viens de complètement bouleverser tous les souverainistes fâchés qui te suivent sur Twitter. Puis qui pensent que t'es un...
Jean Charest avait la même position. Non, mais tu sais. Parce que Jean Charest est un souverainiste. Bon, OK, mais est-ce que, à ce moment-là, parce que ça me semble, avec le scénario que tu viens de nous faire, ça me semble un peu absolument impossible à régler, tout ça. Est-ce qu'à ce moment-là, la souveraineté serait pas une solution plus simple? Je pense pas que c'est impossible à régler. Je pense... Mais il me semble que la souveraineté serait quand même quasiment plus facile à régler que ça. Ben, je veux dire, la souveraineté, on l'a essayé, cette avenue-là aussi, puis ça s'est pas réglé. Et on regarde le sondage qui vient de sortir, même sans du tout comprendre c'est quoi la Constitution, t'as 47% des gens qui préfèrent signer un document à l'aveuglette qu'aller vers la souveraineté. C'est débile. Alors, je veux dire, c'est pour ça que je fais très attention de faire la distinction entre le gouvernement fédéral, le gouvernement du Québec et les Québécois. Les Québécois se sont prononcés sur la question. Dans les sondages, les Québécois se prononcent défavorables à la souveraineté, beaucoup plus qu'ils se prononcent défavorables à la Constitution actuelle. Le statu quo fait plus l'affaire des Québécois que le statu quo dans le sens où on a une espèce d'astérisque à côté de la Constitution. Puis qu'on négocie nos affaires à la pièce. Qu'on négocie nos affaires à la pièce. On fait des ententes au cas par cas. Puis si ça veut dire qu'on a des chicanes une fois de temps en temps, on va avoir des chicanes une fois de temps en temps. La grande majorité des Québécois préfèrent ça à la souveraineté. Alors, je peux comprendre que c'est ce qu'ils préfèrent. Peut-être. Ce qu'on vient de faire là aujourd'hui va les aider déjà à mieux, pour ceux qui ont écouté l'épisode, mieux justement démêler ces aspects-là. Hey, merci beaucoup, Farnell. Je suis épaté qu'on ait réussi à le faire. En tout cas. Ben, j'espère que c'était pas trop décousu, là, parce que c'est compliqué. Mais c'est un peu aussi la façon dont moi je t'ai amené à travers tout ça, mais je pense que non. Je pense qu'on a réussi quand même. On a vu aujourd'hui comment c'était quoi le passé de ça, comment tout ça, tu nous as fait un peu l'historique qui nous a amené à ça. On a quand même eu le temps de parler des 2 tentatives qu'il y a eu après, post-82, et parler de la situation actuelle, rappeler pourquoi on le fait ou pourquoi on le ferait. Ça, moi, je pense que c'est important parce que j'ai l'impression qu'effectivement, comme tu le mentionnais indirectement, les gens ont prêt des fois à signer un truc sans trop savoir, ou même, tant qu'à ça, refuser sans trop savoir pourquoi. Donc, je pense qu'on a l'occasion, on a eu l'occasion d'avoir un peu plus. On a quand même fait le tour, fait un pas pire tour. Oui, c'est une question qui, selon moi, doit rester ouverte. Qu'on soit souverainiste, qu'on soit fédéraliste, il faut au moins comprendre c'est quoi le statu quo actuel. La majorité des Québécois semblent même confortables avec le statu quo actuel plutôt que la souveraineté, mais au moins savoir de quoi on parle, je pense que c'est important. Donc, ce qui est intéressant de savoir là-dedans, c'est que finalement, le statu quo serait peut-être l'élément unificateur de la nation québécoise. mais tous les pays au monde, toutes les nations au monde, toutes les sociétés au monde existent avec des tensions internes. Puis c'est juste qu'au Canada, puis au Québec en particulier, une des tensions internes constantes qu'il faut toujours qu'on gère, qui est constamment en négociation, c'est cette situation constitutionnelle-là. Puis la dichotomie qu'on disait, qui est au cœur, qui est en nous tous. Oui, on a tous 2 rôles. On est tous électeurs fédéraux et électeurs provinciaux en même temps. Un peu Canadiens et Québécois quand vient le temps de s'intéresser à voter pour nos intérêts. Ben écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup aussi à vous d'avoir été à l'écoute. J'espère que ça vous a été utile. Encore une fois, Farnell, officiellement, merci. Merci à toi. Puis, c'est Denis Martel qui était au micro. Des épisodes comme celui-là, vous le savez, il y en a plein. Allez écouter ça. Allez écouter le balado sur le loi sur le droit d'auteur, un siècle d'histoire, qui est une production sur laquelle on a travaillé, moi et Farnell, à l'initiative de Copybec. Vous nous en donnerez des nouvelles. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Puis je sais plus comment terminer ça. Je termine ça comme ça. Merci Farnell encore une fois. Ça fait plaisir. Salut tout le monde. On se retrouve pour un prochain épisode.